Alors, on est tous là pour l'instant, c'est bon? Ouais. Alors, on va commencer comme ça. C'est ce micro-là qui va tourner. Et donc, d'abord, présentation, le film et votre poste dans le film. Donc, très simple. Waouh! On va éviter les E. Non, j'y arrive pas. Donc, moi, je suis Tony Kéméré, et du coup, j'ai réalisé le film qui s'appelle Eldorado. C'est un film que je portais depuis longtemps. Voilà. Et qui a été réalisé là, donc, cette année, produit. Voilà, c'est important de nous dire s'il y a un producteur, s'il y aura un distributeur. Voilà, juste quelques éléments clés qui nous situent le film. D'accord, c'est un film que je porte depuis longtemps. J'avais une V1 du scénario qui était prête en 2009. Donc je l'ai porté pendant très longtemps. J'ai dû trouver les moyens de gagner ma vie. J'ai rencontré mon producteur ici présent, Nicolas. J'allais dire sur une aire d'autoroute. On s'était rencontrés sur un festival et on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés vraiment par hasard. J'allais travailler en Bourgogne, je m'arrête sur une aire d'autoroute. Je vais aux toilettes et il y a un mec étrange qui rentre dans les toilettes, qui pisse à côté de moi, on se regarde et je me dis mais on se connaît. Et il s'est avéré que Nicolas était dans la production, qu'on vivait... Exactement. Et il s'est avéré qu'on était voisins. Et sans qu'on se croise dans la vie quotidienne. Et pour moi, c'est devenu quelque chose qui a vraiment accéléré les choses, d'avoir un producteur... à proximité de l'autre côté de la rue, en fait, quoi. Voilà. Et puis, bien sûr, ses qualités humaines et tout, mais là, je suis un peu intimidé, il est là, je ne devrais pas le dire, quoi. Et le film a été présenté dans d'autres festivals. C'est quoi pour l'instant, sa diffusion? Alors, non, il y a eu une avant-première en Bretagne, parce qu'on l'a terminé en mai, le film, avril-mai. Moi d'origine aussi maintenant, voilà. Et pour l'instant, non, là c'est le premier festival. C'est le premier festival, voilà. Bonjour, je m'appelle Pedro Morato et j'ai présenté un film qui s'appelle Mis zapatos. C'est un film qui date, le tournage c'était en 2017, je pense. On l'a fait assez rapide, mais c'est autoproduit. Et après, j'ai pris pas mal de temps jusqu'à trouver un producteur qui m'a aidé à trouver l'argent pour la finition. Vous avez donné le titre du film et la nationalité? Ah bon, oui. Oui, la financiation, c'était une partie les WIP, les Wallonie Image Production. Et d'autre part, c'était un crowdfunding que j'ai fait, que ça va bien fonctionner. Mais bon, c'était un projet où je me sentis assez seul. Et maintenant, ça fait quelques mois que je ne sais rien sur la production. Donc, voilà. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a personne qui sait que je suis là. Donc, oui. Bon. C'est comme ça la vie. Je n'ai pas encore distributeur. J'ai pas encore un distributeur. Et c'était un producteur de quel pays? De Belgique. D'accord. Oui, parce qu'en Espagne, j'ai envoyé le projet, mais je n'ai pas réussi à trouver un producteur. Parce qu'en fait, oui, moi j'ai fait toute seule jusqu'au premier montage. Et c'était très compliqué en Espagne. En Belgique, c'était plus simple. J'ai présenté cette file à ce producteur qui a été intéressé et je l'ai fini là-bas. Même si c'était tourné et produit en Espagne, la finition c'était en Belgique. D'accord. Et après, je l'ai présenté, ça fait un an,
au festival de Namur, ça s'appelle les FIF. Très bien, oui. On était à Biarritz, le FIPADOC, à Cracovie, le festival documentaire de Cracovie, Rimini en Italie. Il y a un festival qui me manque. Il y a un autre à Madrid que je ne comprends pas bien. Je ne sais pas si le film a passé ou pas. C'est un festival un peu bizarre, je trouve. Et après ici, il me manque Trace de vie et un festival à Bruxelles qui s'appelle FAF, Bruxelles Art Film Festival. D'accord. Et pour le moment, c'est ça. Ok, mais très bien. C'est déjà un beau tour de... Ouais, super. Et des bons festivals en plus. Oui, je suis content. Ouais, pour un premier film, ouais. avec pas de moyens, bah ça va. Oui. Ça va. Bravo. Bonjour, donc je suis Fanny Molins, la réalisatrice d'Atlantic Bar. C'est un film que j'ai commencé il y a 4 ans, en photo, puis en écriture, mais la production a commencé 3 ans plus tard, donc en 2020. On a tourné l'année dernière, l'été dernier, puis en novembre. Et on a monté de septembre dernier à février. Au niveau du financement, on n'a pas eu d'aide. On a aussi loupé pas mal de coches d'aide à la réalisation. À l'écriture, on avait loupé le coche, puisque j'ai été produite très tard. Donc j'avais déjà vraiment commencé l'écriture, j'avais déjà bien avancé. Mais pas le tournage. Pas le tournage. Là, c'est vraiment ma productrice Chloé Servel qui a porté tout ça avec moi. Et on a financé le film avec un financement participatif aussi, un peu de la boîte de prod, un peu moi, et quelques acteurs, ça et là, les boîtes de post-production, de location de matériel, qui ont chacun mis un petit billet. On a fait le film avec 60 000 euros. Et voilà, depuis, on l'a montré. Voilà, il a eu son avant-première à l'Acide, puis à Paris. Cette année au Festival de Cannes. Cette année au Festival de Cannes. La sélection Acide, puis à Paris pour les Champs-Élysées Festival, et puis via Tank aussi à Arles, puisque le film a été tourné à Arles, ensuite à Auch. Là, je fais un petit tour de France, un jour une date, mais c'est la première fois que je reste aussi longtemps à un festival, donc je suis contente. À Auch pour Indépendance et Création. Ensuite, j'ai été à Berck sur Mer. Le festival Close Up à Paris et la Corsica Doc là. Très bien. Une chose, c'est bien ce que vous avez fait de dire la somme qui a été dépensée pour le film. C'est pas mal, ça nous donne aussi une petite idée. Pensez à le faire. Voilà. Alors moi je suis Patchi Andara, j'ai réalisé le film The Blink of the 2K. Alors en fait ce film je l'ai tourné en 2018. J'étais parti faire un woofing dans une ferme au Pays de Galles pour perfectionner mon anglais. Et je prends toujours mon matériel avec moi. Et puis en fait arrivé sur place, le lieu était super inspirant. Enfin je m'étais quand même aussi préparé. Et du coup ce film il est né d'une assez longue observation de l'environnement, mais il a été tourné sur une journée, sur une journée en fait. Ouais, il a été tourné sur une journée après avoir passé une quinzaine de jours à observer, voilà, à exercer un peu mon regard. Je l'ai ensuite en fait très vite monté en 7 jours. Et puis en fait il y a eu des diffusions uniquement confidentielles, quasiment. Voilà, je le montrais à des proches. Et puis en fait après il a existé un peu dans des expositions. C'était plutôt un film d'exposition, notamment au Palais des Beaux-Arts à Paris. C'était avec un master curatorial. Donc ça a été un film qui a fait partie d'expositions collectives. Et puis en fait, en fin 2021,
je distribuais en fait déjà un moyen métrage que j'avais fait, qui s'appelle Montagne Mauvaise, voilà, que j'ai terminé l'année passée. Et ce film n'ayant jamais bénéficié de diffusion en festival, j'ai décidé de le remanier, de le remonter, du coup, pour qu'il soit plus adapté selon moi. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai commencé à l'inscrire en festival. Voilà. Et Corsica Doc, du coup, c'est le premier festival, du coup, je l'ai inscrit dans quelques festivals, dans l'élan, du coup, de mon moyen métrage, là, Montagne Mauvaise, en ayant appris un peu la diffusion de films en festival. Et donc voilà, et donc on verra ce qui adviendra, mais j'aimerais bien continuer du coup à le montrer dans cette forme, après que c'était plus sous forme d'installation vidéo. Ça me plaît aussi que ça existe, qu'il existe en festival, je trouvais ça intéressant. Et c'est deux formes très différentes, les deux ? C'est deux formes assez différentes, la fin notamment change pas mal, et le film est quand même plus découpé, parce que le film d'exposition, du coup, il y a une physicalité comme ça, on est présent aussi physiquement, donc on peut avoir des durées de temps plus longues. Mais après, dans la narration, dans la linéarité, c'est assez similaire. Mais il y a quand même des choix, des modifications du coup, qui ont été opérées. Ouais. J'ai retiré la fin. Voilà. D'accord. Et le coût du film ? Alors le coût du film, vraiment du coup je l'ai tourné, c'est autoproduit. Et puis même les techniciens, donc j'ai vachement travaillé avec une bruiteuse, une étalonneuse et un monteur son, et c'est que sur fond propre. Et ça m'a coûté 1000 €. Voilà. Bravo. Et du coup, par contre, à ce moment-là, je travaillais avec une boîte de prod, Hélicotron. De quoi ? Non, oui, j'aurais bien aimé avoir plus. Oui, je me commentais moi-même. En effet, ouais, et pas sur fond propre. Est-ce qu'on peut dire bravo ? Ouais, non, justement. Et du coup, après, j'ai bénéficié de. Enfin, j'ai pu monter dans des structures avec lesquelles je travaillais à ce moment-là, voilà, qui m'ont laissé avoir accès à leurs locaux, quoi. Voilà. Très bien. Bonjour, et désolé pour le retard. Moi, je suis Gaël de Fournas. J'ai co-réalisé avec Federico Francioni Akouchtam, qui est un court-métrage tourné au Maroc. On est parti donc en 2019 pour faire des repérages d'un long-métrage. Puis le Covid nous est tombé dessus. Et donc on s'est retrouvé avec ces images un peu prisonniers de la France pendant 1 an et demi. Et je vous interromps, vous aviez une espèce de scénario en tête, j'imagine, quand vous allez pas du tout. faire un report. Pas du tout. En fait, on partait vraiment en repérage d'écriture. Ah ouais, d'accord. Donc on était vraiment au tout début d'un processus. Ouais. Mais le lieu était déterminé déjà, quoi, c'est ça ? Le lieu était déjà déterminé, puisqu'en fait, c'est le village de naissance de ma belle-mère. Donc c'était un endroit, voilà, on avait une porte d'entrée un peu... on avait cette chance. Et voilà, on est parti 2 semaines en repérage, donc 2 voyages. Puis un des personnages principaux du film est mort après ces 2 semaines. Et ça a conditionné pour beaucoup le désir de monter les images et de faire ce court-métrage en son hommage, en fait, qui lui donne la parole qu'on n'a pas pu enregistrer. Donc voilà, la voix off a été enregistrée donc à distance, via Zoom. C'était un peu particulier, mais... Puis ensuite, après, la post-production a été assez classique. On a fait un mixage, étalonnage sur fond propre. Tout le reste, on l'a fait seul. On n'a jamais demandé un financement pour ce film. Donc c'est un film très artisanal, en fait. Moi, j'ai fait l'image, Federico a fait le son, on a monté ensemble, on a fait le montage son ensemble, puis ensuite une personne qu'on a employée pour le mixage, avec des tarifs négociés pour l'auditorium grâce au producteur Théo Verpraat. Et l'étalonnage, on a eu la chance d'avoir Andrea Magnolo, qui est un monteur italien très reconnu, mais qui est aussi le talonneur de Pietro Marcello, et qui a pris le film et qui a fait l'étalonnage pour presque rien, quoi. Donc au final, le film, il a coûté, je ne sais pas, peut-être 3-4 000 €, quoi. Pour les festivals, on a fait la première à Filmmaker il y a 1 an, à Milan. Puis on a eu une série de festivals italiens, c'est pas fini. Parmi eux, là, on est pris à Visioni Italiane et à Bologne. Puis bon, plein de petits festivals en Italie. Là, c'est sa première française pour Corsica Doc. Et on a aussi un festival en Bosnie où il passe ce mois-ci. En tout, on doit avoir, je sais pas, 8-9 festivals pour ce film. Voilà. Juste, vous travaillez régulièrement ensemble ou c'était exceptionnel ? Alors ça, c'est le tout premier projet
qu'on fait ensemble. Là, on a un court-métrage qui est actuellement en post-production, donc un autre film, et on a un long-métrage en développement qui était présenté au Giornate degli Autori à Venise dans le cadre du MID, Milano Industry Days. Donc ça, c'est vraiment tout début, en fait. Le processus de production est à peine débuté, mais le film est à moitié tourné déjà. Voilà, donc c'est un peu particulier. Voilà. Mais de façon générale, peut-être que je laisse la parole à Théo pour parler de la production. Donc, je suis Théo Verprat, je suis le producteur d'Akouchtam. C'est un film que nous produisons avec notre société Bradamante Productions. Je dis notre société puisqu'en fait nous sommes associés, Gaël de Fournas, Federico Francioni et moi-même. Alors je pense qu'on aura le temps de développer cette idée plus tard, mais vraiment cette société c'est un projet qu'on a pensé comme un projet qui fédère 3 personnes qui ont pour objectif de faire des films, parce que nous sommes tous les 3 auteurs, et qui existe dans le but de créer un instrument qui permettra de faire ces films. Donc on est vraiment dans cette logique-là, au point qu'on est prêt à aller jusqu'au bout de films, même sans financement. Ça a été le cas d'Akouchtam. Ce sera peut-être le cas du court-métrage qu'on est en train de produire et qui est en post-production, Une femme seule. On espère que ce ne sera pas le cas du long-métrage, duquel est tiré Akouchtam, mais peut-être. Et on le mènerait à bout quand même. Voilà, donc je pense qu'on aura le temps de développer un peu cette idée, mais c'est comme ça qu'est née notre collaboration dans cette optique-là. Très bien, merci. Bonjour. Moi, c'est Amélia Calves et j'ai été chef opératrice sur le film de Marin Morel qui est présent, qui s'appelle Un petit bleu. Et il a été tourné en février dernier, en 1 semaine, donc c'était très très court. Et dans le cadre d'une formation qui est un Master 2, qui s'appelle le DEMC à Paris 7. Voilà. Et donc je vais laisser Marin parler un peu plus des conditions de production, mais en tout cas on avait un matériel à disposition, donc de prise de son et de prise de vue. Et sinon, ça s'est tourné dans des conditions un peu particulières parce qu'il fallait absolument que ce soit tourné à Paris, parce que on était étudiants et donc on n'avait pas beaucoup d'argent. Voilà. Donc je ne saurais même pas dire combien il a coûté en tout, mais très peu. 100 € peut-être. Qui dit mieux, qui dit mieux. Voilà. L'université dedans, ça doit faire un peu plus, quoi, mais je ne sais pas combien. Oui, il y a une aide technique en tout cas. Voilà. Il y a une aide technique, il y a eu un suivi aussi au montage, et la collaboration d'étudiants de Louis Lumière aussi, donc, pour le mixage et le montage son. Mais oui, ça a coûté 100 €. Quoi. Et sinon, sur l'idée du film, voilà, la genèse du film. La genèse du film, c'est un film qui n'était pas un projet de film au début, qui remonte il y a 4 ans, qui était plus un projet pour une sorte de performance un peu théâtrale, et qui a évolué au fur et à mesure des années, et qui est devenu un projet de film du coup dans le cadre de la formation, et qui s'est fait un peu par cette occasion-là, et parce que ça collait très bien. Enfin, il y a eu une espèce de, je sais pas comment dire, de collision, de coïncidence entre le calendrier de la formation, avec le tournage, le montage, et cette histoire aussi de webcam avec la Mésange Bleue, bon, voilà, en gros, qui fonctionnait vraiment dans le même temps, dans le temps du montage, et qui a aussi apporté, je pense, un peu plus au tournage, qui était très restreint à 7 jours. Dans une période donnée aussi, donc c'était quand même une sacrée contrainte par rapport à ça. Voilà. Intéressant. Ouais. Mais du coup, après la diffusion, c'est nous qui gérons, et le film a été fini fin mai, et donc là, c'est le premier festival aussi. D'accord. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Mana Ferron et je suis actrice sur le court-métrage de Judith. Et elle en parlera mieux que moi, mais c'est un tournage qui a duré 1 semaine et qui a été assez fort en émotion parce que le lieu était particulier. Et voilà.
Redites peut-être le titre du film et, le lieu. 7h15 Merle Noir, qui a été tourné en Lozère. Voilà. Oui, bah non, c'était particulier parce que c'était un lieu très, très reculé. On n'avait pas d'électricité, enfin, on ne pouvait pas se brancher en fait. Donc on n'était que sur batterie et avec un dispositif quand même assez, assez lourd, finalement. Ouais. Et enfin bon, si on revient sur, c'est-à-dire qu'on avait j'avais un chef opérateur qui a voulu partir avec la plus grosse caméra du Fresnois, hein, donc c'est pas non plus. Mais on avait un dispositif quand même assez fiction et dans des conditions très très dures où il fallait descendre des pentes. Et parfois on pouvait pas les descendre si on n'avait pas une main pour se raccrocher enfin donc voilà, il y avait, et puis c'est aussi ça qui était qui était super et en même temps un peu fou, c'est que je suis partie avec des gens vraiment surtout à la lumière, un Charles Gallet qui est vraiment un espèce de génie et qui voulait aller au bout de ses idées les plus folles et donc qui se trimballait avec des tonnes et des tonnes de néons sur le dos et qui descendait la montagne, qui la remontait. Enfin, ça a été possible aussi parce que les gens se sont adaptés à cette forme de tournage qui nécessitait quand même il y avait pas mal de scènes à tourner, il y avait un rythme et qui du coup ont accepté d'être assez polyvalents et d'accepter des contraintes, de travailler beaucoup en dehors des heures syndicales, tout ça. Et ça veut dire que c'était beaucoup le chef opérateur qui a donné le rythme du film ? Non, enfin c'est un peu toute l'équipe, quoi. On était une petite dizaine. C'est-à-dire qu'en fait on se disait là il y a une scène que moi je voulais tourner à un endroit mais qui était difficile d'accès et eux ils étaient toujours partants pour y aller malgré le poids du matériel qui était vraiment un souci, c'était conséquent, quoi, on va dire. Mais du coup, la genèse du film, c'est... moi, j'avais commencé à écrire 1 an avant, et j'ai présenté le Fresnois pour le réaliser. Le film n'était pas arrêté, je ne savais pas trop la durée ni rien, donc c'est un peu aussi... Donc le Fresnois, c'est une école dans le nord de la France, une école d'art et de cinéma, mais qui est plus comme une résidence, ou comme entre la résidence et la boîte de production, on va dire. Et on est pris sur projet et ensuite on nous donne les moyens pour réaliser ce projet. Des moyens, chacun a la même chose. Donc on a accès à tout le matériel de l'école et tous les locaux, donc ce qui est conséquent. Et on a 8 000 € en cash. Voilà. Et moi j'ai eu en plus une bourse de 5 000 €. Donc je pense qu'au total, le budget, si on prend tout avec les locaux, ça fait à peu près 25 000 – 30 000 €. Très cher, ouais, par rapport aux autres. Voilà. Et il a eu une vie, il a été au cinéma du réel et après il a fait 4 festivals, il a fait Brive, Côté Court, Doc Seven, Tumulte. Je crois que c'est et Corsica Doc, donc 5. Voilà. Vous aviez fait un film auparavant ? Oui, j'avais réalisé un long métrage pendant mes études aux Beaux-Arts de Genève, en 2020, et qui était mon film de diplôme. Et qui s'intitule ? Une maison. Voilà. Merci. Bonjour, moi c'est Stéphanie Roland, j'ai réalisé Le Cercle Vide. Et du coup, c'est un peu comme Judith et Juliane. Et on a fait la formation au Fresnois. Et donc, ce qui veut dire chaque année, on réalise, c'est 2 ans, et chaque année, on réalise un film, ce qui est assez intense en rythme, en fait. Et du coup, pour Le Cercle Vide, avant l'année, j'avais plus ou moins fait 3 mois de recherche, enquête, contacter des gens, etc., pour préparer. Mais vraiment, le gros du travail a été intense pendant 1 an dans recherche. On a eu, en fait, la particularité, c'est assez
hybride comme tournage parce que du coup, il y avait une partie tournée réellement avec une équipe assez petite de documentaires dans un centre spatial. Donc ça, c'était assez... heureusement que le Fresnois pouvait les appeler pour demander toutes les autorisations en plein Covid, confinement et tout. On a été tourné dans ce centre spatial où on pouvait tourner pendant 5 jours. Et puis ensuite, on a eu toute une série de tournages plus petits que moi je fabriquais avec une caméra que j'ai fabriquée, où j'allais sur des cours d'eau en Belgique pour faire des prises de vue, des captures, etc. Et ça, c'était très amusant pendant que il y avait des gens en Fresnois qui étaient en 3D devant des ordinateurs dans des salles noires. C'était assez agréable, le tournage, d'être dans des petits bateaux en Belgique, en France, et de capturer ces images de spectrographie de l'eau. C'était super, comme une fabrication. Et souvent, je fais plusieurs tournages un peu de manière artisanale, où je mélange même des projets d'avant, où ces différents tournages permettent aussi d'avoir un recul, une fraîcheur. Et j'aime bien avoir du temps entre chaque tournage qui est différent, qui a une nature différente, soit plus fictionnelle, plus documentaire. Et donc, de mélanger tout ce matériel ensuite au montage, je trouve ça, peut-être aussi c'est dû à la nature des projets, mais ça permettait ça. Et du coup, dans le centre spatial, là, pendant 5 jours, c'était marrant parce qu'on est partis, ils nous ont dit soyez hyper discrets, vous vous fondez dans le paysage, il se passe des trucs vraiment importants ici, genre vous êtes un peu les rigolos, quoi. Et c'était génial parce que les scientifiques, ils étaient très coopératifs, tous les gens, les techniciens du centre spatial. Donc ils nous ont permis, après j'ai vu les nacelles pour faire les mouvements, on n'avait pas de machinerie, on n'avait pas de matériel pour de la machinerie, et à la fin on était en train de les diriger, un peu comme dans une production hollywoodienne, on dirigeait les nacelles. Mon chef-op il criait dans le centre spatial, plus à gauche, plus à droite, plus lentement, et donc c'était marrant. À la fin ils se pliaient vraiment, on les a vraiment fictionnalisés, on a fait notre film de science-fiction un peu dans le centre, avec leur bonne volonté. Ils étaient très amusés de nous voir, mais le rapport s'est vraiment transformé, alors que l'équipe média voulait un peu nous contrôler, et c'est parti un peu hors contrôle comme ça. On les faisait jouer, et puis on leur demandait de repasser, on dirigeait un peu comme des groupes de figurants, on les dirigeait de passer par-ci, par-là, et c'était amusant. Du coup, on a récréé beaucoup aussi on a inventé des choses sur place. C'était très amusant. Et du coup, c'était quand même un peu comme le Fresnois, on avait quand même certains moyens. Avec mêmes conditions à peu près techniques et financières. Donc. Exactement. Et j'avais eu aussi la bourse Neuflis donc on avait un supplément, on était un petit peu plus confortable que d'autres. Et donc on avait ça. Donc c'est quand même des moyens. Et le film, après on évalue en moyens industrie, donc pas la bourse qu'on a, mais avec tous les moyens qu'ils ont donnés. C'était plutôt 40 000 € ou quelque chose comme ça. Donc ça devient assez confortable pour un projet de cette taille-là. C'était agréable, et ça a aussi créé, ça a permis de faire plein de pistes, de tester plein de choses aussi au Fresnois, et de créer d'autres pièces que je monte dans des expositions qui ne font pas partie du film, mais qui sont, comme je suis plus artiste visuelle à la base, et que je présente aussi dans des expositions. Et le film a eu la première à Vision du Réel, où il a eu le prix Tank, et donc il est en préachat. Et le film suivant est en préachat pour Tank, et je serai en résidence à l'USAS pour le montage du film suivant. Donc ça a aidé aussi. Et puis là, il tourne dans une série de festivals différents. Et juste une question, le préachat par Tank, est-ce que ça suppose une exclusivité, ou comment ça se passe avec Tank? Une fois qu'il est diffusé sur Tank, vous pouvez le diffuser ailleurs, sur d'autres plateformes. Vous pouvez aussi le sortir en salle ou pas? Est-ce qu'il y a... Voilà. Franchement, je ne sais pas très bien. C'est le Fresnois qui s'occupe de ça. Donc du coup, il vit d'abord sa vie en festival. Et puis ensuite, il y a un accord, mais de principe, un accord qui va être sur Tank. Mais ça, je ne connais pas trop tous les détails de ça, en fait. C'est juste une question parce que
c'est une petite parenthèse, mais dans la mesure où on vous a demandé à tous, je crois, hein, si votre film, si vous acceptiez que votre film soit diffusé sur la plateforme Alindy, qui est une plateforme ici en Corse. Il y en a certains qui ont dit oui et d'autres non. Et je voulais savoir si c'était parce qu'il y avait aussi une exclusivité de la part de Tank ou pas. Voilà, par exemple, hein, dans le refus. Donc, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Moi, ça m'intéresse de le savoir si ça a été pour cette raison-là, en tout cas, que vous avez refusé que ce soit sur Alindy. Ah oui, nous on a dit oui, je crois qu'on a... D'accord. Je ne sais même pas si on pouvait avec Tank ou pas. Ils s'en rendront peut-être pas compte. Ok, merci. Bon, voilà, Juliette du Frénois. Ouais. Je ne savais pas qu'on avait 3 films du Frénois. Ouais. Ouais, c'est intéressant pour nous aussi. On découvre parce que on n'a pas toujours, on choisit film par film. Là, il y a ici quelques-uns du comité de sélection de la compétition. On choisit film par film, mais effectivement, on n'a pas une vue d'ensemble, sauf à la fin, là. Donc, c'est assez drôlement utile, y compris pour nous, de faire cette table ronde avec vous. Ok, je suis Julian, je viens de l'Argentine. Aussi, j'étais au Frénois. Je viens de finir. Donc, le film que j'ai présenté ici, ça s'appelle Moeda. Moi, c'est Mojeda, parce que c'est ma manière de prononcer. C'est mon film de première année. En fait, je viens de finir un 12e film, donc je dois un peu remémorer, même si c'était pas loin dans le temps. En fait, c'est si intense, le Frénois, qu'on finit un film, on est directement en train de faire un autre. Pour Moedas, il y a eu l'argent du Frénois, les matos du Frénois, et aussi une coproduction avec la Suède. C'est un film tourné entièrement en Suède. Donc il y avait 6 000 € extra de là-bas. Donc le total, je ne sais pas, parce que les Frénois, pour moi, met un overprice sur toutes les choses du Frénois. Donc je ne sais pas exactement. Je sais que des cash, il avait 14 000, mais après, je ne sais pas si ça c'est 25, si ça c'est 30, aucune idée. Aussi, je viens de l'Argentine, donc pour nous, avec ça, on peut faire un long métrage avec aucun problème. Et ici, on dit, une semaine, c'est trop. Donc voilà. Et le film était produit pendant le Covid, donc ça c'était dur. J'ai fait un repérage d'une semaine, un peu moins d'une semaine, avec mon chef-op. Et après, on a pris des images pendant le repérage. En Suède, donc. En Suède, ouais. Oui. On est parti en Suède, de Stockholm jusqu'au sud. C'est un road movie. Mm-hmm. Et après, donc ça c'était en janvier, plein hiver, avec plein de neige, c'était hyper beau. Et après, on a fait le tournage officiel en mars. J'ai eu le Covid 2 jours avant de partir, donc on a repoussé. Voilà, 15 jours. C'était un peu terrible parce qu'au début, c'était un peu printemps, plein soleil, c'était horrible. Mais finalement, une tempête est venue, c'était génial. Donc voilà, c'était très beau, c'est à la fin de mon film. Et après, ok, donc c'était fait dans ce contexte très pressé par le Frénois parce qu'il y a le temps de faire le montage, le temps de diffusion pour les Frénois même, parce qu'on a ce comité à fin juin, je pense. Donc j'ai monté les films de manière un peu en Europe, un peu en Argentine, parce que ma mère était malade, donc je fais plein de choses en même temps dans ma tête. Et après, la première était à FIPADOC, et après ça passait dans quelques festivals, 5 festivals je pense. Et ça, ici c'est le 12e en France. Et voilà. Merci. Donc moi je suis Nicolas Le Soult, je suis producteur au Film de la Butte, qui est situé sur la Butte Montmartre à Paris. Et j'ai rencontré Tony par le biais, c'était dans un festival, c'était à Vannes, où il présentait son premier court-métrage documentaire, qui était magnifique, qui s'appelle Les Secrets, et qui est très intimiste, qui parle de sa famille, de son enfance. Et je lui ai fait part
de mon engouement pour son film, et c'est là qu'il m'a dit qu'il avait l'intention de le développer en long métrage si c'était possible, pour raconter la suite en fait. Parce que dans le court métrage, il raconte son enfance, et après, qu'est-ce qu'il devient dans sa vie d'homme. Et voilà comment on est parti. Donc le deal de base, en fait, la raison pour laquelle moi ça me passionnait aussi en termes de production, c'est que Tony fait partie d'une génération qui, moi, ça s'est passé à peu de choses près, mais ça ne m'est pas arrivé, c'est que la VHS est apparue dans sa vie quand il était adolescent. Il a commencé à filmer quand il était enfant. Il a filmé l'ambiance familiale de cette famille bretonne. Et pour moi, c'est quelque chose qui avait beaucoup de valeur, de voir ces nouvelles façons de filmer qui apparaissent très tôt, et évidemment en lien avec le téléphone portable et avec le fait que le documentaire commence très tôt maintenant, puisqu'on se filme les uns les autres dès le plus jeune âge. Et je trouvais que c'était une proposition artistique ultra intéressante et que j'avais envie de soutenir, parce que ça appelle à des développements artistiques à venir. Et donc c'est un film qui s'est fait, je pense, avec un peu moins de 90 000 €. On doit avoir 6 financeurs différents sur le film. Donc finalement, on s'est plutôt pas trop mal débrouillé pour un film dont le parti pris est d'être avec des matières pauvres, c'est-à-dire avec des photos de famille, avec des fonds de tiroir, avec des textes d'enfance, avec des VHS qui ont vieilli comme elles ont pu, mais qui gardent toutes leurs émotions. Et c'était quelque chose qu'on voulait préserver énormément. Donc forcément, c'était des financements un petit peu originaux qu'il fallait trouver, parce que c'était évidemment pas avec... c'est du film d'auteur. Et voilà, et donc... on est passé par un financement en coproduction avec une production bretonne. Nous, on est à Paris. C'est passé par TBO, par une chaîne locale en Bretagne. Bien. Peut-être, est-ce que vous avez déjà d'emblée des questions à vous poser les uns les autres par rapport à vos expériences diverses? Pas particulièrement. Et peut-être qu'on peut passer 2 secondes la parole à la salle s'il y a des questions. Est-ce que vous entendez bien? Ouais. Bon. Est-ce que vous avez des questions aux uns ou aux autres, ou bien on continue notre cours? Pas de questions. Non, peut-être alors... pour beaucoup, c'est pas pour tous, mais enfin pour beaucoup, c'est la première diffusion là. Ça m'intéresse de savoir pour vous quel est l'impact de cette diffusion. Enfin, pour vous, de voir votre film sur grand écran devant un public. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous par rapport au film, que ce soit de l'ordre d'un nouveau regard, ou peut-être de quelque chose que vous avez envie de bouger ou pas dans le film? Enfin, qu'est-ce que ça provoque? Voilà, c'était un petit peu ma question. Moi, ce que ça provoque, bon, déjà, c'est toujours un plaisir de le voir sur grand écran. Après, ce que j'ai particulièrement apprécié, ça a été, comme j'ai pu le dire, c'est le choix de la programmation. Je trouvais que les 3 films s'enchaînaient particulièrement bien. Je trouvais très intéressant en fait de circuler entre ces 3 films, où il y avait des ramifications, des liens qui pouvaient être faits, et en même temps, progressivement, on s'éloigne vraiment de quelque chose. Donc je voudrais en fait saluer le choix de la programmation. Voilà, c'est essentiellement ce que j'en retire. Alors, on va rester modeste, parce que en réalité, c'est la magie du cinéma, je vais vous dire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'à chaque fois, dans cette programmation, qu'on calcule et qu'on gère très très bien la proximité des films. C'est pas vrai. On a beaucoup de mal à faire ce genre de choses. Alors, évidemment, d'une certaine manière inconsciente, je dirais, peut-être on rapproche, c'est possible, mais c'est pas très 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 maîtrisé. Et ce qui est étonnant, j'ai souvent constaté ça, c'est que les hasards ou la coïncidence ou quelque chose de magique dans les films en tout cas, fait que ça, effectivement, ça fait écho, ça se répond. Donc c'est le grand plaisir en tout cas pour nous de constater ça, mais vraiment en toute modestie, c'est pas toujours de notre fait, quoi. Et c'est sans doute les films, et puis je crois que
mine de rien, circulent entre vous. Vous êtes une génération à peu près, voilà, vous êtes de la même génération, je dirais. Et si vos envies de cinéma, c'est elles qui circulent et qui se sentent dans les films. Et du coup, les films se parlent, quoi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est pas un hasard, mais bon, ce que je dis en même temps, un film de 1906 parlera très bien à un film de 2022. Hein. Je n'en fais pas une loi, évidemment, mais et là, c'est autre chose. Hein. Dans la programmation de la thématique, là, c'est vrai qu'on maîtrise beaucoup plus parce que c'est quelque chose qui est plus de notre fait, hein, la juxtaposition des films. Pour ce qui est de la compétition, comme on juge film par film et pas programme, c'est vrai que bon voilà, c'est la coïncidence, le hasard qui joue, quoi. Ça et c'est vrai que c'est bien. Nous, on en est ravis à chaque fois de constater ça. Je voulais dire à peu près la même chose que toi, donc je vais maintenant dire autre chose. Non, c'est vrai que cet enchaînement de films, moi, ça m'a fait aussi voir mon film différemment. Mais également, c'est intéressant de voir qu'en fonction des festivals et en fonction des publics, voilà, la vision de notre film n'est pas la même. Et c'est la première fois que je me retrouve dans un festival à la programmation, avec une programmation qui me plaît autant, avec des gens qui portent les films de la programmation, enfin, ça m'a énormément nourri. Moi, j'ai pas fait d'école de ciné et je découvre un petit peu le documentaire, hein, même si j'en ai fait un, finalement, je découvre un petit peu tout ça. Et ce festival particulièrement a vraiment aiguisé mon œil, il me semble, et voir mon film, je l'ai vu de façon très différente aujourd'hui, avec un œil probablement un petit peu plus aiguisé. Très bien. Peut-être pour revenir à des questions plus, je dirais, de production, des questions, je dirais, d'économie du cinéma et de vos films, hein, plus spécifiquement, sans aller chercher très loin. C'est quand même notable qu'on en rit, mais vous faites des films avec 3 francs 6 sous pour beaucoup, et c'est quand même quelque chose qui est notable par rapport à ce que l'on entend de l'économie du cinéma. Il y a une distorsion incroyable. Il y a une distorsion incroyable entre les débats qu'il y a aujourd'hui aux États généraux du cinéma et là, les États généraux de la compétition documentaire à Corsica-Doc, on est quand même dans un autre registre. Comment vous voyez ça ? C'est-à-dire qu'on est vraiment à des niveaux de financement des films qui sont très très importants, où on a... Pardon ? Oui, d'accord. Et si tu veux, le problème se pose, mais vraiment à un niveau de financement très très important. On parle là de chiffres qui sont pas du tout ici sur la table et qui sont en même temps des chiffres sur lesquels on s'alarme. Donc la question, alors je sais qu'il y a un débat aujourd'hui pour dire les films sont trop chers, trop mauvais, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une crise du cinéma. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'on est totalement à un autre type d'économie, une économie beaucoup plus modeste. Le public aussi est plus modeste, c'est vrai, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, ici, on a eu beaucoup de mal à faire en sorte que le festival de documentaire existe. On est à la 16e année, il a fallu beaucoup d'enthousiasme de toute l'équipe pour qu'existe un public ici. Et le type de cinéma qu'on accueille est un cinéma qui est modeste du point de vue de son économie et extrêmement ambitieux du point de vue de la créativité. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'inverse entre créativité et coût des films.
voilà, surtout, enfin, l'impression est renforcée par le fait que beaucoup d'entre vous aussi ne viennent pas du milieu du cinéma, mais viennent aussi du milieu de l'art. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup la conception des films et l'économie des films, mine de rien, parce que vous n'êtes pas dans cette habitude-là d'aligner une grosse équipe technique, beaucoup d'argent, beaucoup de temps de production, de tournage et de post-production, voilà, enfin bref. Voilà. Donc c'est juste pour souligner les différents niveaux de réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui sur le cinéma, et je trouvais que ça manquait. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les états généraux du cinéma qu'il y a eu à Paris. Enfin, moi, je l'ai vu de loin parce que j'étais pas présente, mais je trouvais que c'était vraiment un paysage qui n'était sans doute pas représentatif de l'ensemble du cinéma, surtout pas des jeunes générations de cinéastes. Je voulais juste dire un truc. Oui, mais cette question, elle est fondamentale. Enfin, je pense, moi, comme les autres réalisateurs, c'est ultra important d'avoir son film qui est présenté dans un festival comme ici, parce qu'on est en doute. Enfin, moi, en tout cas, je suis en doute tout le temps de c'est quoi ma place dans le cinéma, est-ce que je suis légitime, dans quel paysage je m'inscris, et qui sont les gens qui font le cinéma, en fait, quoi. Voilà, et c'est clair que si on n'a pas d'argent pour vivre, on ne peut pas faire des films. Voilà, c'est fondamental, c'est aussi basique que ça, quoi. Et ça limite tout un champ des possibles du cinéma, dès le départ. Ça biaise les choses, quoi. Donc pour moi, c'est des rapports de force, c'est des rapports de domination. Oui, ça fonctionne à l'envie aussi. Mais l'envie, il faut qu'elle soit alimentée par quelque chose, par une reconnaissance, par une fraternité, par du public. Voilà, mais c'est un combat de tous les jours, en fait, quoi. Et je pense que c'est pas tout à fait la même chose quand on fait son premier film et on est porté par une espèce de générosité, une envie, de la fraîcheur, etc. Et quand on doit faire son deuxième, son troisième film, etc., il y a d'autres questions qui se posent, en fait, quoi. Enfin, et tenir sur la durée, c'est fondamental, quoi. Donc j'espère qu'on aura tous à faire d'autres films, quoi. Mais je pense que on va passer beaucoup de temps à se demander comment faire pour en vivre. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ouvert la compétition à des premiers, deuxième et troisième films, en se disant que voilà, c'était intéressant qu'on suive des réalisateurs qui ont fait leur premier film, qui auront été accueillis ici, et se dire, ben voilà, on ouvre les portes pour son deuxième ou troisième. Ça nous semble vraiment important d'avoir un petit suivi. Oui, pardon. Déjà, je voulais vous remercier, en fait, de parler des états généraux, parce que c'est une discussion qu'on a eue là, hier, en fait, qu'on a commencé à réfléchir à cette table ronde, dans la mesure où on se disait que nous, on ne se reconnaissait pas du tout, en fait, dans ces préoccupations. Moi, quand j'entends ça, je me dis, bon, d'accord, il y a un petit monde du cinéma, en fait, qui s'interroge sur la manière dont il va survivre, comment il va maintenir des salaires, alors qu'il y a un autre cinéma qui, lui, n'a pas de salaire. En fait, la question du salaire, non seulement la question du salaire ne se pose pas, mais en fait, on dépense de l'argent pour faire des films. Ça, c'est ça la réalité. Moi, après, par rapport à la question de la production, je suis peut-être un peu moins inquiet dans la mesure où je crois qu'il y a une bascule, il y a un changement dans la manière de faire les films. Et ce changement me semble sain parce qu'il redéfinit ce qu'est le cinéma, en fait. Le cinéma n'est pas un art figé, je veux dire. Je vois pas, en fait, la production change, les outils changent, tout change. Aujourd'hui, on peut faire des films avec des images magnifiques, enfin, je veux dire, avec de la présence à l'image, avec des caméras qui ne coûtent rien, je veux dire. Des caméras qu'on achète d'occasion et qu'on paye 1 300 €, quoi, je veux dire. Et des optiques qu'on récupère des années 50, 60, 70 et qui, pareil, ne coûtent rien et qui font tout à coup des images qui sont, moi je trouve personnellement, comparables à des images en 16 mm avec des super caméras et des super optiques. Donc on a du matériel qui est miniaturisé, qui coûte de moins en moins cher, qui demande des équipes de moins en moins nombreuses. On peut faire un film quasiment tout seul, avec le son et l'image tout seul. En fait, on peut même le monter. En fait, on peut faire un film tout seul, quasiment jusqu'au mixage. Mais pas nécessairement. Moi, personnellement, je crois
Je crois pas en fait ni en fait à la fiction ni au documentaire. Pour moi, c'est une question qui n'existe pas en fait. Il y a des films dans lesquels une manipulation est faite. Et personnellement, pour moi, la question du documentaire et de la fiction, c'est juste un degré de manipulation en fait. Mais pour le reste, il n'y a pas plus de vérité pour moi dans un documentaire qu'il y en a de fiction. Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Je peux poser juste une question pour ce qui est du coût. À partir du moment où il y a des acteurs, les choses se posent un petit peu différemment sur le plan du coût quand même. Oui, et en même temps, il y a toujours eu des films de fiction avec des modèles, avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs, et donc du coup, et dont on filme la vie, et qui sont en fait, et ça existe depuis déjà très longtemps. Oui. Et du coup, en fait, cette question-là, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'économie redéfinit l'art, en fait. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est que le cinéma aujourd'hui, et quel genre de film on fait. Et personnellement, moi, je trouve ça aussi enthousiasmant, en fait. Certes, c'est dur, c'est beaucoup plus dur qu'avant. Mais en même temps, il y a la possibilité de trouver un chemin et une liberté, en fait, dans cette économie. Il faudrait passer le micro là-bas. Federica. C'est bête, on n'a pas prévu le micro pour ça. Bonjour, Frédérica. Je pour les productions du Triton. Je remercie Annick pour organiser cette table ronde, parce que je trouve ça très intéressant de vous écouter. Et malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de voir vos films. J'espère que je les verrai par la suite. Vous venez de soulever un peu la question que je voulais poser, c'est-à-dire ces problématiques d'économie sur les films. Et moi, je voulais vous poser la question de savoir de quoi vivez-vous, parce que c'est bien beau d'avoir une autre économie pour faire des films et d'avoir un désir, bien sûr, mais à un moment donné, il faut que tout le monde ait les moyens de manger. Et aujourd'hui, cela paraît très compliqué. Alors, c'est vrai que de voir des films qui ont des productions très fragiles et qui sont là en festival peuvent donner un élan pour avoir une suite à d'autres projets. Et ça, c'est fabuleux. Ça peut vraiment donner un grand coup de pouce. Mais quand vous investissez du temps, que ce soit vous en tant que réalisateur ou avec des techniciens, peut-être même des comédiens, je pense qu'à un moment donné, tout le monde doit pouvoir manger et avoir peut-être, je ne sais pas quel statut vous avez, et se pose la question du statut d'intermittent ou pas, quoi. Voilà, il y a plusieurs réponses. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, mais répondons à cette question. Et puis, tu peux répondre. Aussi, moi, je veux dire. Tu veux? Vas-y. Mais je ne suis pas français, peut-être ça, avec les statuts, tout ça. C'est pas mal aussi. Je ne connais pas. Ok. Oui, c'est intéressant cette discussion autour de l'amour à l'art et en même temps on doit manger. Donc, j'adore le côté romantique et que tout le monde adore l'art, mais personne ne veut payer l'art. En tout cas, nous en Argentine, on a un système de financement public qui est là, ça te permet de faire des films, mais en même temps, c'est très difficile de vivre comme cinéaste, en tout cas comme cinéaste de cinéma documentaire. Je trouve que c'est similaire ici. Donc, parfois, on trouve des bourses, on trouve des moyens pour faire des films, mais après, comment on va vivre? Et aussi, si on fait des films radicaux, je pense que aussi on doit parler du documentaire en général, c'est assez large, parce qu'il y a des documentaires bien classiques qui cherchent l'argent et qui cherchent une diffusion finalement au télé, au VOD maintenant, mais aussi il y a des films documentaires qui sont beaucoup plus proches au cinéma expérimental. Et ça, c'est un cinéma pauvre en général. Et en tout cas, pour moi, ça que je cherche, et mes amis ici en Argentine, on essaye d'inventer la manière de vivre. Et il y a des gens qui ont choisi de faire un peu du cinéma et en même temps faire un peu l'advertising, la pub, et faire un peu de cinéma commercial et des côtés faire les autres films. En tout cas, pour moi j'ai choisi de faire la recherche, de faire travailler avec l'université parce que ça me nourrit beaucoup plus. Et donc, c'est ma manière de trouver comment je fais du film et comment je vis en même temps. Et je pense que c'est une question que maintenant, qu'ici, je pense qu'il n'y a aucune personne qui a plus de 40 ans, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants à côté de toi.
Et toi aussi. Et cette question, c'est assez important parce que si tu as 25 ans, tu dis ok, je peux aller loin, je peux aller fort. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec cet réalisateur italien que tu viens de dire, Pietro Marcello. Il parlait de son premier film qu'il a fait dans les trains en Italie. Il disait maintenant je ne pourrais pas faire un film comme ça. Parce que là, je suis parti quelques mois, j'ai dormi là-bas et maintenant je me sens un peu plus de confort. Donc je pense que c'est une question assez importante de comment on va financer les films, mais aussi comment on va financer notre vie. Parce qu'avec les Frénois, nous on était les plus riches. On dit 30 000, 40 000, mais avec 40 000 euros que tu mets dans les films, tu n'as pas un salaire pour toi-même. Donc c'est une question que... Quand tu dis comme toi par exemple que tu portes le film pendant 3 ans, c'est... Voilà. On ne peut pas faire que ça. Ah non, et j'ai un souvenir très concret en fait de me dire j'ai un prêt étudiant à rembourser, donc je me mets en CDI, tout ce que je gagne passe dans le remboursement et dans mes frais. Quand j'ai terminé de rembourser mon prêt, je décide de plaquer mon boulot quand j'ai mon 2e enfant, en me disant si je plaque pas mon boulot maintenant, je le ferai jamais. Je pars en résidence d'écriture, c'est super, hein, on m'offre à bouffer, un toit, sauf que ça paye pas le loyer. Ça paye pas le quoi remplir le frigo, et c'est ma femme qui se tape tout le boulot, de s'occuper des mômes et tout qui les prime. Moi, j'ai arrêté le film. Voilà, enfin, c'est un peu comme dans le film de Pedro. Voilà, tu renonces à quelque chose, tu te poses des questions sur tes valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important en fait, être réalisateur ou essayer d'être quelqu'un de bien. Voilà. Et c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Je me rends bien compte qu'en France, on a de la chance qu'il y ait des résidences, il y ait des dispositifs, etc. Et tout, quoi. Mais c'est vrai que j'ai vraiment senti ce décalage entre la tête, l'esprit et l'estomac, quoi. Oui, alors j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, Annick, qui était un constat, qui était que vous trouvez qu'il y a un lien, une corrélation directe entre la créativité que vous avez ressentie dans les films de cette sélection et l'absence de moyens. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une question qui doit être posée par rapport à ça, par rapport au salaire, par rapport à l'argent, par rapport au budget, qui est la question de ce qui motive un film en fait. Et moi je crois profondément, alors il y a un aspect un peu romantique, hein, je te rejoins, mais je crois profondément que ce qui motive un film, c'est sa nécessité. Et je crois qu'une nécessité, elle appartient à un moment aussi. Et je pense que, en fait, on doit aborder cette question sous cet angle-là, parce que dans le cinéma documentaire, comme dans la fiction, pour des raisons différentes, hein, mais je pense qu'un geste cinématographique, il doit se faire au moment où il est nécessaire. D'abord parce qu'on évolue et que nos nécessités évoluent avec nous. Et ensuite parce que dans le documentaire, il y a quand même une part de réel qui lui-même est évolutif et qui doit, à mes yeux en tout cas, être capté au moment où il fait sens. Et ça nous amène à un questionnement aussi relatif à la production, qui est celui des dossiers, du temps de latence qu'il y a entre le dépôt d'un dossier, en fait entre l'envie de faire un film, le moment où le dossier est écrit, le moment où le dossier est déposé, le moment où il y a un retour qui est fait de la part des commissions. Alors bon, je pense que tout le monde ici a une question plus ou moins, une expérience plus ou moins proche de ce qu'est la production, au moins en France. En général, ça prend beaucoup de temps. Et je pense que ça doit rentrer dans l'équation, c'est-à-dire que ça n'est pas qu'une question de justice au sens où tout travail mérite salaire, bien sûr, mais c'est aussi une question de nécessité et qu'un film... Moi, je pense aux travaux sur lesquels on est avec notre société Bradamant de production. Il y a des choses en fait qui doivent être captées maintenant. Alors, comment faire par rapport à ça ? Est-ce qu'on se doit d'attendre des financements publics ou pas ? Et je dis ça en étant quelqu'un qui a monté une société de production et qui compte envoyer des dossiers de financement. Donc, je ne me place pas du tout contre ce système de financement. C'est pas la question. C'est vraiment la question de l'auteur ou l'autrice par rapport à son œuvre en fait. Et pour vous répondre, moi je travaille avec des enfants handicapés, je suis enseignant à mi-temps et je vis comme ça. En plus de ma société et de mes films. Donc c'est possible, enfin c'est possible, ça demande beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui est possible. Quelqu'un d'autre veut répondre à cette question ? Par rapport à cette question, j'ai l'impression, je ne sais pas comment vous le ressentez vous, mais moi, depuis 13 ans que je suis sortie de la première fois des études plus classiques, des études d'art,
j'ai l'impression que c'est à chaque fois un équilibre qui se fait à travers plusieurs boulots et qu'on est comme dans une génération où on doit combiner plusieurs boulots pour y arriver, je pense, sauf si on est des héritiers, mais ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai l'impression, moi depuis le début, c'est un mélange à des degrés différents, de boulot alimentaire, de boulot de design, de graphisme que je faisais au début, que j'essaye de combiner avec plein d'autres choses. Et on est une génération de 2, 3, 4 boulots pour essayer justement, je pense, de réaliser dans l'urgence et de trouver le temps pour créer ce qu'on doit faire. Je pense. Mais du coup, ça nous met aussi dans une forme d'accélération de nos emplois du temps également. Enfin, c'est mon impression que pour pouvoir y arriver, au départ, moi, et à différents degrés, j'avais beaucoup plus de missions commerciales à faire, graphisme en tout genre. Et puis, la balance s'est un petit peu améliorée, tout doucement, elle s'est un peu améliorée vers plus de création. Mais c'est un équilibre que j'ai l'impression de redéfinir tous les ans, selon les bourses, selon des ventes d'œuvres aussi. Moi, avec les arts visuels, je vends des œuvres depuis récemment. Et ça aide à... Mais c'est pas quelque chose qui est dans la permanence. En tout cas, c'est un équilibre hyper instable et il vaut mieux pas être trop angoissé, de nature angoissée, je trouve, pour avoir ce mode de vie. Sinon... Mais j'ai l'impression que c'est une accumulation et c'est un équilibre précaire qui, chaque année, se renégocie. Je sais pas vos impressions par rapport à ça, mais qu'il faut quand même être costaud pour gérer tout ça ensemble. Et chaque année revoir les choses, mais j'ai du mal à me projeter sur un futur très long. Je sais que j'ai l'énergie, mais c'est dur de se projeter dans une permanence très longue, sauf peut-être avec les statuts d'intermittents ou d'artistes comme on a en Belgique. Ça, c'est à voir, qui peuvent créer une forme de stabilité, mais qui n'existe pas non plus à l'étranger, finalement, et qui sont renégociés à chaque fois par des politiques de droite qui arrivent et qui montent au pouvoir en Europe, qui, je pense, qui peuvent être fragilisés par l'évolution économique et de ces crises constantes où on dit le budget de l'État baisse, est-ce que ça va encore être aidé, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est un équilibre très instable qui se redéfinit tout le temps avec notre énergie, quoi. Il y en a combien d'entre vous qui sont intermittents? Ah oui, pas beaucoup. Je ne pense pas que je vais ajouter quelque chose de très constructif, mais c'est pour rebondir sur ce que tu dis, toi. Moi aussi, je fais des petits boulots plus commerciaux. Et je trouve que ce qui est le plus dur, au-delà effectivement de l'impermanence et de l'instabilité de ces modes de vie, c'est l'écartèlement intellectuel et éthique, où tu dois passer en une semaine ou un mois de vendre des bouteilles d'eau à penser un documentaire sur l'alcoolisme, sur le Ricard. Moi, alors je débarque vraiment dans ce milieu-là, donc j'ai pas beaucoup de vision là-dessus. J'ai rien de très constructif à dire parce que j'ai absolument aucune distance. Mais de ce que je constate depuis 2 ans, c'est vraiment une dualité intellectuelle que j'ai du mal à gérer, quoi. Pardon, mais c'est un commentaire. Non, c'est ça que je voulais dire par inventer une manière de vivre. Ok, tu trouves un travail comme ça ou un autre comme ça, et avec ça, tu dis, ok, peut-être les prochains 6 mois, je vais être ok, et je vais arrêter 3 mois, je vais aller filmer, après je reprends ça et ça, et c'est comme ça qu'on est toujours en train de trouver un équilibre, que ça soit en tout cas mieux pour faire plusieurs films, ou ça qu'on veut. Mais moi, en tout cas pour moi, j'imagine jamais de vivre par les documentaires directement. Même, je sais que je devrais faire aussi non, mais aussi je sais que pour ça, je devrais faire des concessions pour le type de cinéma. Sauf si j'ai trop la chance et je gagne un palme d'or et une autre palme d'or, mais sinon ça ne va pas arriver. Donc, c'est pas ma manière de penser. Je crois que cette invention dont tu parles de réinventer sa façon de vivre, je pense que c'est la même chose pour la production, en fait. Il y a aussi une nécessité, il me semble, de réinventer la manière de produire. En ce qui nous concerne, je ramène les choses à notre société, on n'est pas les seuls à faire ça, on n'invente pas grand-chose, mais en tout cas, c'est de ce constat qu'on part en créant cette société, qui est qu'en fait, il y a d'autres manières de produire, il y a différentes manières de produire qui peuvent aussi se marier les unes aux autres.
Nous, ce qui sous-tend notre démarche aussi, également, en plus de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on mutualise en fait. On mutualise beaucoup de choses. On mutualise le matériel qu'on a acheté. Gaël disait tout à l'heure qu'avec 1300 €, on peut avoir une caméra qui fait de très belles images. Moi, je le pense aussi. Même avec 50 €, en fait, il y a des images mini DV, par exemple, qui sont magnifiques. On mutualise les compétences. Alors nous, on a la chance d'avoir des compétences techniques qui sont en plus complémentaires. Voilà, il y a plein de choses à mutualiser. Il y a la mutualisation des regards et du soutien. Quelque part, c'est vachement important. Moi, je sais que je dois énormément à Gaël et Federico sur beaucoup de mes projets d'écriture. Et je me permets de dire que la réciproque existe aussi. D'accord. Pardon. Mais voilà, et je crois que ça, c'est des questions, en fait, cette réinvention dont tu parles à titre personnel, c'est-à-dire en tant qu'artiste dans sa vie personnelle, je pense qu'elle existe aussi dans la manière de produire, en fait, au sens de structure, au sens d'association de gens. Voilà. Et après, bon, ça soulève beaucoup de questions par rapport à ce qu'implique la production, ce qu'impliquent les modalités de financement qui existent. Évidemment que pour un long métrage de film d'époque, fiction, penser à de l'autoproduction, sauf à réinventer une forme, mais dans ces cas-là, ça crée une autre contrainte. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'argent. Damien Manivel, il a réussi à le faire sur son dernier film, par exemple. Le film, c'est un film d'époque, fait avec presque rien. Mais juste pour revenir à ce que dit Théo, disons que je dirais que le credo, en fait, que nous, on essaye d'avoir, c'est qu'aujourd'hui, on demande à des œuvres de s'adapter à des dispositifs de production. C'est-à-dire que concrètement, il faut écrire un scénario super bien huilé, le faire en fait labelliser dans un truc qui va encore ajouter en fait un dispositif d'aide à l'écriture pour qu'ensuite il aille au CNC, qu'on fasse des retours de lecture en fait à dire non ça va pas, ça va pas, donc on repart encore en écriture et puis etc. Enfin ça peut durer comme ça pendant 4-5 ans pour un court-métrage et c'est des choses moi que j'ai vues vraiment, c'est délirant. Pour moi en fait, nous ce qu'on essaye de voir c'est comment la production s'adapte en fait à un film. C'est-à-dire le film, voilà, par exemple, là typiquement, on a un film, on est parti en tournage sans argent, on l'a tourné comme ça avec nos moyens, maintenant il est à l'étape du montage et on se pose la question de financer la post-production. Et on le voit comme ça, mais là, actuellement, moi parfois je suis un peu désespéré en fait de la manière dont j'ai l'impression qu'il y a un décalage énorme en fait entre les décideurs et les gens qui pensent en fait les modes de financement et la réalité en fait de ce que cet art est en train de devenir. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je voudrais quand même préciser quelque chose. Je pense qu'on fait jamais un film avec rien. Enfin, je veux dire, ça coûte toujours, quoi qu'il en soit. Enfin, c'est vraiment, je veux dire, si on est sur la paille et qu'on a un désir de film, enfin, on peut ne pas le faire. Je voudrais quand même partager moi mon expérience aussi en Belgique. Parce qu'il y a quand même une spécificité qui est assez intéressante dans des nouveaux modes de fabrication. En fait, c'est assez historique. En Belgique, on a ce qu'on appelle les ateliers de production. Donc, contrairement aux sociétés de production, en fait, elles sont subventionnées directement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est l'équivalent du CNC. Et donc, en fait, quand on dépose un dossier du coup, pour accéder à ces ateliers, il y en a de différentes natures. En fait. La plupart d'entre eux, ils sont plutôt pour le documentaire. Et moi, mon moyen-métrage, c'était un film de fiction, et il est entré du coup, à l'atelier jeune cinéaste. Et en fait, ils acceptent des formes hybrides assez expérimentales. Enfin, c'est assez intéressant. Et eux, ce qu'ils font, c'est plutôt un apport en service. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des salariés. Là, récemment, ils avaient embauché une monteuse. Et donc, du coup, mon film, pendant 2 mois, j'ai pu bénéficier des services de la monteuse. Ils ont aussi tout un parc de matériel dans lesquels on peut... et l'atelier s'appelle AJC, comme Atelier Jeune Cinéaste, mais aussi AJC. Et c'est très cool. Et moi, je supporte à fond. Maintenant, je fais partie du CA. Voilà, donc je fais la pub. Mais en même temps... Voilà. En même temps, je trouve que c'est des modes de fabrication. Je pense qu'à Paris, il y a Synapse, dont j'ai entendu parler, qui a l'air aussi similaire. Mais voilà. Du coup, moi, AJC, et puis maintenant, j'essaie d'en découvrir d'autres aussi. Dérive, par exemple, qui a été la première boîte de prod des Dardennes, est devenue un atelier de production. Mais là, c'est quand même plus sollicité. Donc voilà, il y a aussi une concurrence, même dans ce genre de lieux, du coup, qui se voulaient ouverts. Et à toute proposition, désormais, il y a encore une fois aussi, parce c'est très concurrentiel, c'est horrible d'employer ce mot-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions. Et voilà. Quels sont les critères d'entrée à l'AJC, par exemple ?
Alors c'est très horizontal, il y a un groupe de lecture. Donc par exemple, le secrétaire général n'a pas son mot à dire. Et du coup, c'est vraiment sur base d'un groupe de lecture. Donc il y a des rapporteurs. Donc imaginons, moi je suis rapporteur de tel dossier, j'étudie ce dossier, je rencontre la personne et ensuite je rapporte, je parle du projet et je le défends, etc. Après, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu un embouteillage et donc du coup, il y a eu moins de dépôts possibles. Et en fait, la JC, ça existe depuis les années 70, mais ça a sans cesse été remanié, réinventé, parce qu'à un certain moment, ils avaient des aides de la fédération et c'est en n'ayant plus d'aide qu'ils ont décidé de faire du low budget ou du zéro budget. J'aimerais juste préciser quelque chose. Évidemment, donc déjà, moi j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent et qui soutiennent le cinéma dit indépendant. Bon, on l'appelle comme on veut. Non, mais on l'appelle comme on veut. Et par ailleurs, je comprends tout à fait le sens que peut avoir un dossier quand on s'adresse à une commission composée de gens qui ne nous connaissent pas, que l'on ne connaît pas, qui n'ont pas accès à qui on est en fait. Et évidemment que c'est au même titre je pense que dans un entretien d'embauche, une lettre de motivation a son sens à un moment donné. Ça raconte des choses sur un inconnu. Le dossier peut avoir du sens. La question, c'est que en fait, on arrive là dans un moment où, comme tu disais, le cinéma est extrêmement concurrentiel. Et la question qui se pose, c'est sur quels critères en fait sont sélectionnés ces dossiers. Et l'autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une nécessité à faire un film quand, et ça arrive, je pense, à beaucoup de gens, à la majorité des gens en fait, quand aucun dossier n'est jamais sélectionné dans rien. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça en fait, c'est cette question-là qu'on aborde, quoi, parce que, et je doute pas qu'AJC soit très bien, c'est pas du tout la question. Et d'ailleurs, je le répète, nous on a une société avec tout ce qu'on défend et tout ça, on a une société, on va faire des demandes de financement au CNC, aux différentes régions, sans aucun problème. C'est pas du tout un discours qui va contre, qui est complètement anti-système de financement et qui prônerait un cinéma uniquement fait artisanalement. C'est pas la question. Mais c'est comment est-ce qu'on réagit quand on est contraint de faire ça en fait. Voilà. Et quand parce que c'est selon moi ce qui dicte l'acte de création, quand il y a une nécessité de la part d'un auteur ou d'une autrice, quoi, c'est ça. Quand le scénario, ça devient en fait un objet sacré, ça devient le tout, quoi. Pour moi, un scénario, c'est rien. Enfin, je veux dire, je m'en fous complètement. Je pars en tournage, j'ai pas de scénario, j'ai pas de traitement, j'ai pas de note d'intention. Je suis très heureux. Hein. J'ai pas besoin de vivre avec ça en fait. Et on me demande en fait un truc que j'ai trouvé complètement dingue, c'est par exemple une aide assez prestigieuse qui s'appelle le Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle. On a une aide au développement renforcé. Et on demande à un moment donné à un film d'avoir un scénario ou un traitement sur un projet qui est en fait en cours d'invention en fait. Il est en train de se faire et en fait, en réalité, moi, c'est une aide que j'ai eue pour un autre projet quand j'étais en chargé de développement. On l'a eu avec un film qui était fini. Voilà. En fait, c'était un prix au scénario, mais appelons les choses comme elles sont, je veux dire. Disons, le fonds d'aide à l'innovation du visuel, prix au scénario, quoi. Voilà, parce que sinon, ou prix au film, fini. Je veux dire, mais aide au développement renforcé, franchement, moi, je comprends pas le sens de... Juste... Victoria, est-ce que tu voudrais intervenir ? Victoria Dominé, qui est chargée de mission non, pas du tout. CNC. Mais CNC quand même, et on travaillait un petit peu avec le Fonds d'aide à l'innovation. Donc moi, je travaille au documentaire, donc c'est l'audiovisuel. Donc c'est les films destinés à diffuser à la télé. Et oui, c'est vrai que le FAIA est un fonds très sélectif. Donc malheureusement, ils sont rattachés chez nous à une autre direction, ce qui fait que c'est très cloisonné. Nous-mêmes, on a peu d'échanges avec ce dispositif, mais effectivement, on se rend compte que c'est très compliqué et c'est très intéressant de vous entendre parler là-dessus, parce qu'on a très rarement, nous, l'occasion d'échanger avec les auteurs, les réalisateurs, vraiment moi, personnellement, je travaille plus avec des producteurs dans notre fonds, donc c'est vrai qu'on n'entend pas ce genre de retour. Et c'est très effrayant, mais je pense que c'est des choses à faire remonter, justement. Ça a peut-être déjà été le cas au FAIA, mais en tout cas, sachez que le CNC, en général, là, en ce moment, on est en train de réfléchir. Pas nous directement, mais on donne aux organismes professionnels, en fait, des auteurs, réalisateurs, des données, puisque nous, on a toutes les données. Et ensuite, eux réfléchissent à voir comment améliorer la rémunération des auteurs, des réalisateurs, mais bon, ça c'est un autre sujet.
Ouais, non, je voulais juste préciser une chose pour être précis sur le FAIA, parce que je suis lecteur en fait, à l'aide au développement renforcé. À l'intérieur du FAIA, il y a 3 guichets. Il y a l'aide à l'écriture, l'aide au développement et l'aide au développement renforcé. Et effectivement, un film peut être terminé à l'aide au développement renforcé, mais il vaut mieux pas trop le dire, ce n'est pas l'objet de ce financement. Le vrai guichet pour un film terminé, c'est l'avance sur recette après réalisation. Donc en réalité, l'aide au développement renforcé, c'est fait pour... C'est un guichet quand même qui a été créé parce qu'il y avait un trou dans la raquette. C'était pour justement ces projets qui n'ont pas été pris par des chaînes de télévision, par des diffuseurs, et qui pourtant ont un intérêt. Et donc tu es censé avoir... Enfin, tu n'es pas censé avoir commencé à tourner, mais tu peux avoir commencé à tourner. Donc, c'est quelque chose qui, je trouve, venait justement combler un manque. Donc, je suis un peu moins critique que toi sur le FAIA. Mais enfin, je voyais pas. Je voulais juste dire, voilà, il y a l'aide à l'écriture et il y a l'aide au développement renforcé. C'est 2 choses différentes. Il faut faire attention. C'est juste une question d'appellation, en fait. C'est-à-dire développement renforcé. Le développement, enfin, vous savez mieux que nous tous ce que c'est, en fait. C'est pas la post-production. C'est pas non plus la production. Sinon, c'est une aide à la production, et on l'appelle une aide à la production ou une aide à la post-production. Mais là, développement renforcé, pour moi, quand j'entends développement renforcé, j'entends en fait un film à la rigueur dont les repérages ont été lancés, dont la prépa est lancée, enfin, mais qui n'est pas tourné. La réalité, c'est que à un moment donné, imaginez-vous à quel point on peut être déconcerté quand on regarde une scénariothèque du Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle et qu'on voit un scénario écrit avec des dialogues pour un long métrage documentaire. Et on se dit, attends, aide au développement renforcé. Il y a un problème là. Effectivement, quand on est dans la pratique et qu'on tente une aide au développement renforcé, moi ça m'est arrivé en fait en tant que chargé de développement, la réalité c'est que le film il existe, en fait, il est obligé d'exister, parce que sinon en fait, même l'intelligence du film, c'est-à-dire même sa force, parce que le film il mature à mesure qu'il existe, en fait, à mesure qu'il se fait. Voilà, il faut. Enfin, je sais pas. Moi, ça me semble un peu à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui me déconcerte en fait dans ce dispositif. Je comprends pas vraiment. Et je connais bien l'écriture, le développement renforcé. Juste, il est 17h25. Je pense que malheureusement, on est un peu obligé de boucler si vous voulez pouvoir voir la suite des films, ce qui est quand même un des objectifs. Donc, soit on boucle en 5 minutes, ce qui est un petit peu rapide, et ceux qui veulent peut-être continuer la conversation la continuent, soit c'est tout. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous en pensez? On se donne 5 minutes pour essayer de boucler, et puis de toute façon... je pense qu'il y a peut-être, enfin je sais pas, il y aura peut-être une suite à ces états généraux où j'espère que d'autres types de questions pourront être posées, en tout cas j'espère. Mais voilà, il y a aussi Victoria qui est présente, et je pense qu'elle est là aussi pour discuter avec vous. Victoria, c'est bien le cas, voilà. Et donc ça peut être intéressant aussi pour vous de discuter très personnellement. Vous serez encore présente demain, d'accord, au festival. Donc voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez faire là? Ouais, hein, ouais. Je suis désolée parce que c'est hyper intéressant et on pourrait passer encore 1 heure vraiment sans aucun problème. Donc essayons peut-être de donner pas un mot de la fin, mais en tout cas au moins une phrase de la fin. Comment vous voudriez... Stop. J'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on aborde là, j'ai l'impression que ce qu'on aborde, c'est qu'il y a une multiplicité de manières de produire des films. Et que... Alors j'aurais bien aimé justement développer un peu cette question, mais on n'aura absolument pas le temps, mais j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Gaël tout à l'heure, qui parlait du scénario roi. C'est l'appellation que tu as donnée. Moi, je pense qu'il y a d'autres manières de produire des films qu'avec des scénarios. Quand bien même j'entends tout à fait
l'importance que peut avoir un scénario aux yeux d'une commission et que peut avoir aussi un scénario aux yeux de quelqu'un qui réalise un film. C'est une structure, c'est quelque chose sur lequel on peut se reposer pendant un tournage. Mais je vais résumer, mais en gros, il y a aussi d'autres manières de produire des films qui sont basées sur les aides à la post-production et qui, justement, je pense, permettent de s'extraire un petit peu de cette question de l'écrit, qui en fait n'est qu'un outil dans la réalisation d'un film. Un film, ça reste un film dont l'écriture doit être filmique et sonore. Et je pense que c'est intéressant aussi de se poser cette question-là et d'aborder la question de la production en ce sens-là, parce que l'intérêt d'aides telles que, je sais pas, Cinéma 93, pour ne parler que d'elles, mais qui sont des aides à la post-production de films courts en l'occurrence, sont des aides qui vont statuer sur des objets filmiques en fait. Voilà. Je trouvais ça intéressant aussi d'amener ça dans la réflexion, parce que du coup, le critère de sélection se fait sur le langage filmique et non pas sur le langage, sur la capacité à produire un bon scénario ou pas. Sur l'écrit. Voilà, sur l'écrit. Voilà. Est-ce que c'est un mot de la fin? Je ne sais pas, mais... En tout cas, c'est une piste de réflexion pour après. Ça, c'est clair. Oui, vous voulez? Mais moi, je pense que cette question, elle est vachement politique. C'est-à-dire que la production d'un film, elle est liée à la diffusion du film aussi. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des films voilà, tout seul dans son coin, et puis oui, on peut faire des films gratuitement si on gagne suffisamment bien sa vie pour avoir le temps de le faire, etc. Mais quand bien même, au bout d'un moment, c'est pour le montrer où, à qui... Et pour moi, en fait, c'est une histoire obtenir des financements, etc. Pour moi, c'est aussi une lutte de pouvoir pour dire ma place, elle est là, je veux être reconnu à tel endroit, je défends des choses, un certain type de film, de cinéma, de thème, ce que vous voulez, etc. Mais c'est une lutte pour avoir de la place sur les écrans, etc. aussi, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis, mais je trouve que c'est justement... C'est très intéressant ce que tu amènes, et ça, enfin, c'est un sujet qu'on aurait pu aussi... Mais moi, je trouve ça regrettable qu'en fait, le principe de labellisation, parce que c'est de ça dont tu parles, en fait, qu'un scénario labellisé obtienne plus facilement des aides à la production, aides à l'écriture, aides à la production, aides à la post-production, tout ce qu'on veut, et que ce principe de labellisation influence dès le stade d'écriture la diffusion, c'est-à-dire quelque chose qui devrait être basé non pas sur la qualité, enfin sur la labellisation d'un projet écrit, mais sur la qualité d'un film, en fait, sur la question du sensible. Moi, je pense que ça, c'est un vrai problème. Vraiment. Et je me permets aussi de dire, pour reprendre l'exemple de nous, ce qu'on produit, moi, dans ma vie personnelle et artistique, il m'est arrivé de faire... J'ai l'exemple d'un film qui m'a coûté 900 € et qui était en compétition dans des festivals avec des films qui étaient budgétisés à 100 000 €, je pense, des courts-métrages. Bon, c'est aussi possible, en fait. C'est pour dire que c'est possible. Mais limite, c'est même pas que ce soit possible ou pas, c'est que moi, je trouve ça regrettable, en fait, cette question de labellisation. C'est un film, même s'il est autoproduit, qu'il est fait avec 3 allumettes, s'il est beau et qu'il touche, il est diffusé, en fait. Moi, c'est comme ça que philosophiquement, j'aimerais me placer. Et j'aimerais qu'une société se place vis-à-vis des œuvres qui sortent des gens qui font des œuvres d'art, quoi. Donc, bon, je comprends très bien ta préoccupation et j'entends parfaitement qu'on se dise... Moi, je travaille, je fais une œuvre, j'ai envie qu'elle soit vue et qu'elle soit en fait acceptée dignement, parce que c'est ça. J'ai pas envie de me retrouver à non seulement avoir bossé, parce que faire un film, c'est beaucoup de boulot, mais en plus à être complètement snobé par tout le monde. Ça, je peux très bien comprendre, parce que mentalement, c'est horrible, en fait. On se décourage même. Mais le problème, il est à voir à l'envers, enfin à l'inverse de l'idée que tu exprimais selon moi, c'est-à-dire qu'en fait, il faut abolir ce système de labellisation, quoi. Il faut que ce soit complètement décorrélé. La question de la distribution et la question de la production, de ce qu'on donne à un film pour qu'il soit fait, sont deux choses qui doivent être décorrélées à mes yeux. Ça n'a rien à voir, en fait. Voilà. Mais là, est-ce que dans la fabrication de ces films-là, ici, ce n'est pas le cas pour la plupart de ceux qui sont là? Si, décorrélé, comme tu dis. Moi j'ai l'impression, c'est l'impression que ça me donne, sans vouloir faire de flagornerie, mais j'ai l'impression que Corsica Doc, pour le coup, a un comité qui sélectionne sur des questions sensibles et pas sur des questions de label. La preuve, c'est que vous ne saviez même pas qu'il y avait 3 films du Fresnoy. Exactement. C'est que vous n'êtes... Je ne veux pas du tout critiquer le Fresnoy ou quoi, mais dans le sens où vous n'êtes même pas posé la question de ce qui sous-tendait à la production du film. En tout cas, il n'y a pas un quota de films du Fresnoy pour nous. Ou autre, hein, on prend le Fresnoy parce que c'était l'exemple. Voilà. Ni même d'hommes et de femmes. On ne juge pas la féminisation ou la masculinisation des films
Après, bon, c'est l'heureuse surprise de voir qu'il y a un bel équilibre, et ça, c'est tant mieux. Mais non, c'est vrai. Et puis, on voit parfois les génériques, mais Thierry Dorangeon, qui est là derrière, qui est aussi au comité de sélection, c'est vrai que c'est pas la première chose qu'on regarde, hein, absolument. Donc, et heureusement. Et heureusement, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui partagent cette opinion et qu'il y a plein de comités de sélection qui sélectionnent des films parce qu'ils les ont aimés et non pas. Oui. Mais bon, c'est vrai que ça a une incidence, en fait. C'est clair que les labels, les sponsors, ce qui a marqué sur un film a une incidence sur sa diffusion. Et moi, ça me paraît anormal, en fait. Ça va même contre l'idée d'un cinéma libre, indépendant, de qualité, sachant que la qualité est subjective. Enfin voilà, ça va contre cette idée-là, quoi. Je vais même donner un exemple très concret, en fait, pour illustrer ce qu'est en train de dire Théo. C'est que, par exemple, quand vous êtes à un marché du film à Venise, là où nous on y était avec Federico cette année, vous avez déjà les festivals. Les festivals sont là, en train de vous dire « je suis intéressé par votre projet », alors que le projet, il n'y a qu'un teaser. Enfin, c'est la réalité. Moi, je l'ai vu, Alors nous, ça nous profite, en l'occurrence, parce qu'on a eu la chance d'avoir le film dans ce dispositif-là, mais je me dis, ça m'inquiète, parce que je me dis, mais il y a d'autres films. Moi, je vois des gens autour de moi qui font parfois des films que je trouve magnifiques, et qui n'ont pas la chance d'être dans un dispositif comme ça, et je me dis, mais pourquoi, en fait? Alors ça veut dire qu'ils auront moins de chance au moment de poser leur film dans un grand festival, hein. C'est inquiétant, je trouve. Le mot de la fin. Ouais. Juste pour revenir sur la façon dont un film pourrait souffrir de se retrouver labellisé, l'exemple du film de Tony, on a fait 0 concession sur le principe de base. Enfin, je ne crois pas que tu aies eu à faire une seule concession sur ton envie de film. Et on a réussi à trouver le financement. Donc c'est un peu le message d'espoir que j'ai envie de lancer quand même. C'est que, attention, on arrive à force de travail, à force de temps. Et effectivement, c'est pour ça que je suis assez à cheval sur les aides au développement. C'est très important, même si ça doit se faire sur des scénaristes, ce qui est un petit peu complexe pour des documentaristes, c'est net. C'est une complexité. Maintenant, c'est le moindre mal qu'on ait trouvé pour présenter un projet. Après, on peut se retrouver dans un ascenseur à pitcher. On peut se retrouver dans un couloir. Il y a plein de façons de donner son envie de film. Pour une commission, on n'a pas trouvé mieux que commencer en haut à gauche, terminer à droite sur une page. CNC Talent propose des pitchs vidéo. Il n'y a rien d'écrit. Les choses évoluent. Effectivement, il y a plein de façons de faire. Maintenant, voilà, ce que je voulais dire comme message d'espoir quand même, c'est qu'on arrive à faire rentrer des ronds dans des carrés et à protéger la création initiale. Et ça, c'est important d'être dit quand même, je crois. Quand je pointais la question du label, c'était pas tant pour dire qu'un label va influencer l'écrit, c'est-à-dire va, de par son existence, influencer l'œuvre qui s'apprête à être faite, à être créée, mais plutôt que le fait qu'il y ait un label, le fait qu'un scénario soit labellisé va influencer la possibilité à l'œuvre d'exister et d'être diffusée in fine. Quand bien même il n'y a aucun changement. Mais je veux dire, un film, s'il est fait, si quelqu'un arrive sans argent à faire un film de qualité, pourquoi est-ce que ce film aurait moins de chances d'être diffusé, puisque c'est ce que j'ai oublié ton prénom, Tony a souligné. Pourquoi est-ce que ce film aurait moins de chances d'être diffusé qu'un film qui est labellisé? Je vois pas pourquoi. C'est un film qu'on regarde. C'est pas est-ce qu'il a eu le CNC, la région, telle résidence ou telle aide. C'est pas ça devrait être secondaire en fait. Ça ne devrait être que des outils et des instruments qui aident à faire le film. Je ne sais pas si ma réponse va vous satisfaire, mais moi j'ai commencé dans le cinéma au moment où il n'y avait pas Internet. Et nos films, on les faisait passer, il y a toujours eu des festivals, il y en a encore, et ça a toujours été le grand écho. Maintenant, même les festivals mettent les films sur Internet. Quand c'est arrivé au départ, qu'on a commencé à dire aux auteurs que les films allaient être sur Internet, mais vous auriez vu la levée de bouclier qu'il y avait. Mon film doit être sur grand écran, mon film ne peut vivre que sur grand écran. Donc il y a toujours des changements de paradigme qui sont des fois un petit peu crispants pour tout le monde, mais aujourd'hui, il y a Internet, c'est-à-dire que c'est faux que les films ne sont pas vus. Après, que les films ne fassent pas de buzz, c'est autre chose. C'est compliqué, c'est extrêmement complexe, et on se bat. Aujourd'hui, il y a eu une tendance, il y a 3-4 ans, qui a été lancée par les plateformes américaines, de dire ils regardaient en amont l'écho potentiel du buzz du film.
Évidemment que c'est quelque chose qui est inconcevable. Ce que je veux dire, c'est qu'Internet est complexe, mais qu'il y a quand même une belle possibilité d'exposition sur la durée et sur le temps, parce que la télévision, c'est comme ça passe. Le cinéma a toujours garanti que la durée d'exploitation d'un film, Internet, pour moi, est une vraie proposition aussi. Maintenant, le plan de financement d'Internet est inexistant, et c'est là où c'est ultra crispant, quoi, effectivement. Mais peut-être qu'il faut réinventer, du coup, on parlait de réinvention. C'est à créer. Il faut réinventer et une vie et sa manière de vivre en tant qu'artiste, et la manière de produire, et la manière de diffuser, peut-être. Et surtout que les festivals continuent d'exister, parce que si le cinéma s'effondre, qu'il y ait, enfin l'exploitation, je parle voilà, qu'il continue à avoir cette caisse de résonance, la possibilité de voir les films sur les grands écrans, et que les gens puissent entendre non pas un buzz, mais une reconnaissance artistique d'un auteur, d'une autrice, d'une réalisatrice, et qu'on puisse aller, et on a Internet, enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc, encore une fois, j'essaie d'envoyer quand même un message d'espoir sur le fait que vos œuvres peuvent être vues, il ne faut pas déconner, c'est le zéro et l'infini, la différence qu'il y a entre l'époque où il n'y avait pas Internet. Mais juste pour terminer, nous en tout cas, si on a ce partenariat avec Alindy, c'est parce qu'on considère que ça doit être complémentaire. C'est-à-dire que sans cette diffusion sur grand écran, ça me semblerait dommage que les films ne soient vus que sur Internet. Donc c'est symboliquement, en tout cas, c'est pour ça qu'on tient à ce que les distributeurs nous donnent leur accord. Et je sais que c'est... Parfois, on nous dit, mais non, pourquoi il faut forcer un peu les choses. Mais nous, on n'a pas du tout envie de ça. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de diffusion d'un film, pour employer des grands mots, qui est totalement, comment dire, qui doit être maîtrisée et par les distributeurs, et par les réalisateurs, et par les producteurs, et surtout pas passer outre leur désir d'être à la fois sur grand écran et peut-être aussi sur Internet, ou pas du tout sur Internet et que sur grand écran. Le contraire, pourquoi pas? Moi, ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, nous, on veut absolument que cette maîtrise par les distributeurs et réalisateurs soit absolument garantie, quoi. Et ça, on est obligé de le défendre un peu parce que on sent la pression, hein, elle est forte. Là, c'est une question hyper actuelle avec les premières. Je pense au film de Scorsese, c'est The Irishman, je crois, qui était sorti sur Netflix. C'est des questions qui viennent mettre des coups de pied dans toute la structure en fait de la diffusion. Hein. Donc c'est sûr que c'est ça. Le CNC est très conscient de cette question et se bat, j'imagine, très très fort pour défendre le grand écran et l'intervention des plateformes dans le cercle vertueux de financement du cinéma. Espérons. Ben, merci à vous en tout cas. Et puis donc, là, il y a, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a Bambi, hein, ce soir. Et puis la soirée de palmarès, donc, où on vous attend tous. Hein. Et ensuite, un petit film, je dis parce qu'il est court, The Queen, qui est un film de 1968, très très joli film culte sur les premiers concours de drag queen à New York en 67. Et ensuite la fête ici. Je ne sais pas si vous avez senti, mais il y a des moustiques, donc n'hésitez pas à vous mettre du produit. C'est trop tard. C'est trop tard, oui, moi aussi j'ai piqué. C'est pour ça que je le dis. Donc merci à vous.